Bonsoir à tous. Vous allez nous rejoindre tous petit à petit sur cette conférence de Men Art Fair. Je me présente, je suis Myriam Nasr-Chouman de l'agenda culturel de Beyrouth. Et donc, nous recevons aujourd'hui M. Robert Lacombe pour une discussion. Le Liban passe par des moments très difficiles, nous le savons tous. Nous avons eu épreuve après épreuve. Et souvent, j'entends dans les discussions les Libanais qui disent on ne pourra plus rien supporter de plus, ça suffit, je pense qu'on est arrivé au maximum, rien de plus. Ça arrivait déjà depuis plusieurs mois. Et je pense que même le 4 août, avant 18h06, on disait la même chose. Mais l'impensable est arrivé et Beyrouth a explosé. Tout le cœur vibrant de Beyrouth a explosé. Et on est encore là. On est encore là. Et si on est encore là, c'est grâce à la solidarité de tous. C'est ce qui s'est passé les premières minutes après la double explosion, c'est ce qui s'est passé le lendemain et c'est ce qui s'est passé rapidement après. Il y a eu une solidarité absolument incroyable de la part de beaucoup de monde et bien sûr de la part de la communauté internationale et notamment de la France dans plusieurs secteurs. Et dans le secteur culturel, il y a eu très rapidement, après le 4 août, dès début septembre, une mission qui s'est mise en place. Une mission pour aider tout le secteur culturel et patrimonial dans son ensemble. Et à l'occasion, donc Men Art Fair, c'est aussi, je pense, une action de solidarité, parce que comme on n'a pas pu faire, elles n'ont pas pu faire, Laure d'Hauteville et Johanna Chevalier, leur salon Beyrouth Art Fair, il a été très vite déplacé à Paris, où les gens peuvent continuer à voir les artistes libanais. Donc, dans ce cadre-là, nous recevons M. Robert Lacombe, qui, lui, coordinateur de cette aide internationale, inspecteur des affaires culturelles auprès du ministère de la Culture français et conseiller pour la culture auprès de l'ambassadeur Pierre Duquesne. Bonsoir, M. Lacombe. Ah, moi, je ne vous entends pas. Oui, je viens d'activer le son, pardon. Bonsoir, bonsoir Madame Chouman, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi de participer à cette discussion dans le cadre de Men Art Fair, que j'espère avoir la chance de visiter ce week-end. Merci pour vos mots d'introduction. Je vais simplement préciser deux ou trois petites choses. Le président de la République a nommé un ambassadeur qu'on appelle un ambassadeur thématique. Donc, il ne s'agit pas de l'ambassadrice de France à Beyrouth, mais d'un ambassadeur dit thématique chargé spécifiquement de la coordination internationale pour l'aide à la population libanaise. Et je pense que cette nuance est importante. Il ne s'agit pas de l'aide au gouvernement libanais, mais à la population libanaise, c'est-à-dire faire en sorte que cette aide sur tous les plans, que ce soit le transport, l'énergie, le logement, l'éducation, arrive le plus possible et surtout le mieux possible à ses destinataires. Cette aide doit aussi s'articuler aux efforts de la communauté internationale. Vous savez qu'il y a eu une grande conférence internationale en décembre, ce qu'on appelle un Donors Meeting, où beaucoup de pays et l'Union européenne ont accepté de contribuer à cette aide d'urgence au Liban. Donc, le travail de l'ambassadeur Duquesne, c'est à la fois de coordonner les efforts français, mais aussi les efforts internationaux en lien naturellement avec les bailleurs de fonds internationaux, le premier d'entre eux étant la Banque mondiale. L'action de levée de fonds auprès des États n'est pas encore totalement terminée, n'est même pas terminée du tout, elle se poursuit encore aujourd'hui, mais à ma connaissance, la Banque mondiale est déjà à pied d'œuvre pour mettre en place les outils techniques, administratifs, logistiques, pour que cette aide soit acheminée le plus rapidement possible. Dans ce cadre-là, moi, je suis le point de contact culture. Je m'occupe d'abord, parce que je suis au ministère de la Culture, des efforts français qui ne concernent pas le seul ministère de la Culture, mais aussi celui des Affaires étrangères et celui de la transition économique, de la transition écologique, pardon, ministère de l'écologie.
en lien le plus possible avec les bailleurs de fonds internationaux que sont la Banque mondiale, l'UNESCO, UN Habitat et d'autres. Donc, de faire en sorte que ces efforts se complètent dans un but commun qui est la reconstruction de Beyrouth sur le plan patrimonial, mais aussi l'aide indispensable à sa population. Les artistes, naturellement, font partie de cette population, de cette société civile extrêmement active, et nous avons pris très au sérieux l'aide au secteur culturel dans son ensemble. Ça veut dire que, sans être exhaustif, nous nous sommes efforcés, autant que faire se pouvait, de couvrir le plus possible de domaines, des industries culturelles au spectacle vivant, du patrimoine aux arts visuels, etc., etc. Je ne dis pas que nous y sommes totalement parvenus dans tous les domaines. Comme vous le savez, la situation pour le secteur culturel a été extraordinairement difficile en France cette dernière année et demie de pandémie, avec la fermeture jusqu'à il y a peu de la plupart des musées, théâtres, cinémas et institutions culturelles, enfin de façon générale tous les établissements recevant du public, ce qui a nécessité aussi de la part de notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, un gros effort pour mettre en place un plan de relance culturelle absolument indispensable. Vous savez à quel point la culture est le cœur de notre attractivité, en particulier de notre attractivité touristique en France. Donc ce front-là a été, je crois, un des chantiers les plus importants de notre ministre de la Culture. Néanmoins, tout ne s'est pas arrêté, en particulier des actions de coopération internationale. Le Liban a une place très particulière dans la relation avec la France, pas simplement parce que la francophonie y est vivante et active, pas simplement parce que nous avons des liens culturels très anciens, mais aussi, je crois, fondamentalement parce que le Liban est une forme de pivot géopolitique dans la région, que ce qui se fait au Liban, qui est une espèce de caisse de résonance des problématiques proches et moyen-orientales, a aussi des répercussions sur l'ensemble de la région. C'est pour ça que nous prenons très au sérieux la situation politique du Liban, et le président de la République n'a pas freiné ses efforts pour s'efforcer de trouver une solution à la crise politique, de contribuer aussi modestement qu'il le peut, de trouver une solution à la crise politique qui secoue le pays. Voilà le cadre général, si vous voulez, de mon intervention sous l'autorité de l'ambassadeur Duquesne. Parmi toutes les actions, puisque ça a été commencé depuis le mois de septembre, donc il y a des actions qui sont déjà concrétisées. Vous pouvez nous dire dans quel, et vous nous avez dit que ça allait toucher plusieurs domaines de la culture, quelles sont les actions qui sont concrétisées ou sur le point de l'être déjà? Alors, il y en a plusieurs, et puis je vais forcément passer vite sur certaines d'entre elles, mais on a par exemple un écosystème du cinéma extrêmement actif au Liban, extrêmement lié d'ailleurs, je pense à des personnalités telles que Khalil Jorej et Johanna Hadjitoma, extrêmement liées aussi au secteur des arts visuels, avec une très grande porosité des deux. Le CNC, le Centre national du cinéma, qui est un organisme sous l'autorité, sous la tutelle du ministère de la Culture, a été le premier à intervenir pour fournir une aide d'urgence à la reprise des tournages aussi rapidement que possible, et une aide d'urgence pour les cinéastes, les producteurs actifs sur ce terrain,
le cinéma libanais a connu une véritable explosion mondiale ces dernières années. Je pense en particulier au film Capharnaüm de Nadine Labaki qui a connu un succès considérable à l'international. Donc nous avons pris ce secteur très au sérieux. De même, nous nous sommes attachés à aider le réseau des librairies francophones beyroutines à se relever avec un fonds exceptionnel qui a été mobilisé par le Centre national du livre, qui est aussi un établissement sous la tutelle du ministère de la Culture. Bon, bien sûr, ce n'est jamais assez, mais je pense que ces efforts-là ont été très concrètement mis en place et appréciés par les nombreux acteurs culturels libanais du livre et du cinéma. Et puis, nous avons mis en place un programme que nous avons souhaité massif. Massif au sens qu'il fallait qu'il s'adresse à une population aussi large que possible, qui s'appelle Nafas, qui veut dire souffle en arabe, mais vous le savez tous, c'est un programme de résidence s'adressant aux artistes libanais, quel que soit d'ailleurs leur domaine, mais également aux curateurs. Alors pourquoi c'est important? D'abord parce qu'on n'en a pas choisi 10, mais on a paramétré ce programme pour une centaine de participants possibles. On a monté ça en un temps record. Pour l'administration française, 3 mois pour le monter, je vous assure que c'est une performance exceptionnelle. Donc tout le monde s'est mobilisé pour que ce programme devienne opérationnel à partir de maintenant. C'est-à-dire que les appels à candidature ont été lancés. Je crois savoir, mais je ne suis pas à l'ambassade à Beyrouth, que les candidats ont massivement répondu à cet appel. Le programme est géré par l'Institut français, mais le ministère de la Culture financièrement, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, et c'est à noter, beaucoup de collectivités territoriales. Par exemple, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, la région Hauts-de-France, le département de la Seine-Maritime, non seulement financièrement, mais en accueillant physiquement un certain nombre de résidents pour des durées variables, parce que ce que nous avons voulu sur ce programme, c'était de surtout pas enfermer, si vous voulez, les artistes dans des cases, leur dire bon bah vous restez 1 mois, vous êtes payé tant, et puis tout le monde est logé à la même enseigne. C'est pas du tout le cas, et c'est ce qui rend la chose à la fois extraordinairement difficile et complexe parce que c'est du sur-mesure, et je pense intéressante pour les artistes qui participent, parce qu'ils se retrouvent vraiment dans des structures culturelles en adéquation avec leurs pratiques artistiques. Et pour ça, nous avons, nous, au ministère de la Culture, mobilisé un réseau dont tout le monde n'a peut-être pas entendu parler, qui s'appelle l'Association des centres culturels de rencontre, qui est présidée par Bernard Latarjet. Il y en a une vingtaine en France. Un des plus connus, c'est l'abbaye de Royaumont, mais vous avez aussi la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, les Dominicains de Haute-Alsace, etc. Chaque centre culturel de rencontre étant un lieu patrimonial qui accueille de la création contemporaine et qui accueille des artistes. Et je crois que sur une vingtaine de centres culturels de rencontre, 17 ont accepté de bousculer totalement leur programme pour recevoir des artistes libanais. Donc nous allons avoir tout au long de cette saison 21 et 22 un flux permanent d'artistes libanais qui se rendront en France dans le cadre d'un dispositif où on paye tout, enfin je veux dire à la fois le séjour, le billet d'avion, bien sûr, et puis une allocation dont le montant varie, donc je ne vais pas, le préciser, qui a pour but
de ne surtout pas aider les artistes à s'exiler. Alors, j'insiste beaucoup sur ce point. L'idée, c'est pas de faire du brain drain, pour parler en bon français, et pour favoriser une fuite des cerveaux, et en particulier des talents artistiques du Liban. L'idée, c'est qu'ils puissent reprendre un peu d'énergie, faire une pause dans un environnement qu'on imagine lourd au quotidien, et reprendre possession, si vous voulez, d'eux-mêmes, et de retrouver une ambition artistique pour ensuite, naturellement, retourner au Liban. Donc, ce programme a été difficile à monter, parce que nous accueillons des artistes de toutes les disciplines, mais a fait l'objet d'un répondant tout à fait remarquable en France. Et avec ça, si vous voulez, vous m'interrompez si je suis trop bavard ou trop long, vous n'hésitez pas, hein. Je vous dis, c'est exactement ça dont les artistes ont besoin. En fait, c'est une approche très humaine, une approche évidemment de solidarité, mais en effet que quelqu'un pense à l'artiste et à son processus de création et à ce besoin de se trouver dans un environnement culturel, justement, pour pouvoir reprendre pied et revenir et recréer. Je pense que ça a été très bien reçu. Et comme vous disiez, sans résidence d'artiste, c'est vraiment très important pour vraiment faire une différence et retrouver après un souffle culturel qui d'ailleurs a repris à Beyrouth en ce moment, depuis la fin. Oui, c'est ce que c'est. Vite, tout a recommencé, mais ça, certainement, ces résidences vont faire vraiment pour l'artiste et pour le fait de se sentir soutenu et accompagné, c'est ça qui est très important. Ce n'est pas juste des fonds qui ont été mis au Liban, mais vraiment un accompagnement de leur processus créatif, et je pense que c'est très important. Notre souci, c'est vraiment que l'argent arrive directement à ceux qui en ont besoin, avec le moins d'intermédiaires possible, voire pas d'intermédiaires. Je ne sais pas si on réussit tout le temps à 100%, si vous voulez, mais enfin, c'est notre philosophie d'être bêtement et méchamment très concret et très pragmatique là-dessus. Alors évidemment, on est au XXIe siècle, on est dans l'ère du numérique, et ce dispositif s'accompagne, si vous voulez, de deux plateformes d'offres culturelles numériques. Une qui est une plateforme de mise en relation peer-to-peer entre les artistes et les structures susceptibles de les accueillir. Ça s'appelle Correspondance. Nouvelle structure, oui. Avec un E après le A, pour ceux qui voudraient regarder sur le net. Et c'est donc le musicien bien connu Tarek Atoui qui en est un des maîtres d'œuvre. Le site vient de sortir, il est remarquable. Il est totalement soutenu par le ministère de la Culture français. Et le deuxième site, c'est citerne.live, qui consiste plutôt en une mise à disposition de contenu culturel, en particulier libanais, sur la toile. Nous avons estimé que c'était intéressant, si vous voulez, d'articuler les deux, c'est-à-dire à la fois le physique et le numérique. Donc ça a été, si vous voulez, un projet qui nous a pris quelques mois, et en termes d'ingénierie, ça n'a pas été facile, mais je pense que le résultat est là, et nous en sommes fiers, et nous attendons avec impatience le retour des artistes. Alors, si vous voulez, je continue, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des questions qui émergent. Comment les jeunes Libanais peuvent-ils postuler pour des aides? Organisez-vous des bourses ou concours pour les artistes libanais en France afin que leur art soit connu? Est-ce que vous venez à la rencontre des écoles d'art qui hébergent beaucoup de jeunes artistes exilés du Liban depuis quelques années? Je pense que ce serait bien pour la communication de vos beaux projets. Vous voulez répondre maintenant? Comme vous voulez. Oui, je peux répondre maintenant. Alors, pour postuler, c'est l'ambassade de France, c'est le service culturel. Donc, je pense que tout est en ligne chez eux. Bourse ou concours pour des artistes libanais en France afin que leur art
soit connu. Alors, Ménard Fer voudrait répondre à cette question en direct et je pense que c'est mieux si c'est Ménard Fer qui répond. Est-ce que vous venez à la rencontre des écoles d'art qui hébergent beaucoup de jeunes artistes exilés du Liban depuis des années? Je pense que ce serait bien pour la communication de vos beaux projets. Honnêtement, non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, mais effectivement, c'est une bonne idée, c'est une chose à réfléchir. Merci pour cette question. Et comme vous disiez, c'était une aide d'urgence, c'est une réaction, une réponse d'urgence que vous avez créée. Et donc, Voilà, c'est vraiment pour les artistes qui sont là maintenant et qui ont dû bouger et qui ont été affectés par la double explosion. Je ne veux pas du tout dire par là que le long terme, on ne s'en préoccupe pas. Mais en fait, si, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que moi, ma mission, elle est concentrée sur l'aide d'urgence. Elle doit évidemment s'articuler avec une politique de coopération à long terme entre le Liban et la France, coopération dont le maître d'œuvre est évidemment le ministère des Affaires étrangères et le service culturel, l'Institut français de Beyrouth, avec le soutien du ministère de la Culture. Mais ce long terme-là n'est pas le nôtre aujourd'hui. On a commencé en septembre, on va terminer bientôt. Il faut que ce soit court, que ce soit efficace, que ça réponde à une urgence et que ça jette les bases pour une reconstruction future. Ce qui me fait une transition avec un autre secteur qui est intéressant. Quand on dit jeter les bases pour une reconstruction future. On a réuni les festivals aussi, une petite dizaine de festivals libanais. Bétédine, Byblos, Baalbek, enfin je ne les ai pas tous en tête, à l'initiative d'Ibrahim Maalouf. Et l'idée, c'était pas simplement de leur apporter une aide d'urgence, mais aussi, et ça on va l'apporter, le Centre national de la musique va apporter cette aide d'urgence, mais aussi de leur dire, devant les difficultés que vous traversez, c'est-à-dire en gros, l'État, et en particulier ces services fiscaux qui vous mettent les bâtons dans les roues, il y a des moyens de vous auto-organiser. On a une histoire de ça en France parce que le secteur des musiques actuelles a dû s'auto-organiser avant que l'État ne vienne le soutenir. Donc, il y a eu l'émergence, si vous voulez, d'une société civile des musiciens il y a une trentaine d'années. Et c'est, je crois, une expérience très intéressante et importante dont on peut faire profiter les festivals libanais et qui jette aussi les bases d'une restructuration du milieu professionnel de la musique afin qu'il se constitue aussi en lobby face à l'État et face à une politique culturelle, si vous voulez, du Liban qui aujourd'hui ne se manifeste que et surtout dans le domaine patrimonial. Et c'est un peu dommage pour les artistes vivants. J'ai encore plein de choses à dire, mais je préfère vous laisser oui, je sais que vous avez questions. Beaucoup d'initiatives. C'est vrai que les festivals vont nous manquer. En général, les étés libanais étaient rythmés par les festivals et on courait tous d'une région à l'autre. On profitait et de la musique et des régions. Et j'espère en effet qu'ils vont pouvoir se fédérer grâce à votre soutien et à eux-mêmes et peut-être aussi un jour avec le soutien de notre gouvernement pour continuer en effet à être présents pour les saisons estivales au Liban. Mais je pense que vous avez aussi beaucoup d'autres domaines dont vous voudriez parler dans d'autres secteurs parce que justement votre aide a touché beaucoup de monde. Oui, tout à fait. On a tenu à ce que la reconstruction de Beyrouth soit prise dans un sens large. Je veux dire par là, c'est pas que du BTP. Oui. C'est pas que du BTP, la reconstruction de Beyrouth. La reconstruction du port de Beyrouth, ce n'est pas non plus que du BTP. Je veux dire, vous lisez le dernier livre de Lamia Ziadeh sur le port de Beyrouth et les très belles pages qu'elle a sur ces silos comme lieu de mémoire.
voyez que le rapport, si vous voulez, à la ville est un rapport des Beyrouthins qui est extrêmement, extrêmement affectif, parce que les traces de l'histoire, elles sont partout. Alors, ça veut dire quoi? La reconstruction, ce n'est pas que du BTP. Oui, bien sûr, il faut faire en sorte que les populations fragiles économiquement puissent le plus rapidement possible retourner dans les logements. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un plan de transport intégré. Oui, bien sûr, il faut que l'urbanisme futur de Beyrouth articule une relation différente entre la ville et son port. Oui, il faut beaucoup d'argent pour reconstruire Beyrouth. Donc, nous avons ciblé un certain nombre d'actions emblématiques. Des escaliers publics, par exemple, à restaurer avec l'Ordre des ingénieurs et architectes, avec Jade Tabel. Ça a été une action conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Culture. Nous nous sommes aussi attachés à une action un peu emblématique, c'est-à-dire la restauration, la réhabilitation du musée Sursock et des œuvres qui ont été endommagées. C'est le Centre Pompidou qui va les restaurer, mais sur le plan de l'architecture, si vous voulez, du lieu, du salon arabe qui a été dévasté, c'est vraiment le ministère de la Culture qui est à la manœuvre pour contribuer à cette restauration, tant il est vrai que l'âme de Beyrouth, c'est aussi ces bâtiments patrimoniaux. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que ces bâtiments patrimoniaux, ils sont occupés par des gens, par un tissu de l'économie créative qui fait partie du patrimoine de Beyrouth. C'est pour ça que je dis que le patrimoine, ce n'est pas que du BTP, c'est ce qui fait la diversité incroyable et la richesse de ce tissu urbain. Donc, on a eu 2 programmes, 2 fonds qui sont intervenus pour aider directement les artistes en difficulté avec des allocations, des grants. Donc, il s'agit du fonds Roberto Cimetta et du fonds FANAC que nous avons assez confortablement doté au ministère de la Culture pour qu'ils puissent directement, avec des ONG libanaises du type Arab Fund for Arts and Culture, mais il y en a beaucoup d'autres, donc je ne veux pas toutes les citer, venir à la rencontre et aider directement cette population extrêmement fragilisée économiquement, parce qu'on considère effectivement que ce lien entre le patrimoine bâti et la richesse humaine est essentiel à préserver. Absolument. Et bon, tout le monde le sait, mais pour les auditeurs qui ne savent pas, les quartiers touchés ont été les quartiers avec la plus grande concentration d'activités culturelles. Absolument. C'est très important de le préciser. Et nous avons une carte au bureau des galeries de Beyrouth. Donc, une carte de Beyrouth avec où sont positionnées les galeries. Et après l'explosion, on a ouvert cette carte. Et en fait, on a entouré toutes les galeries qui étaient détruites. Et en fait, c'était la plupart. C'était comme si c'était fait exprès que toute cette partie-là était complètement détruite après le 4 août. Donc, l'aide était d'autant plus cruciale et urgente pour pouvoir recommencer. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde commence à être sur pied de nouveau grâce toujours au travail de chacun et aux solidarités et aux aides des uns et des autres et de l'aide internationale. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose encore. Peut-être au niveau de la cinémathèque, au niveau du cinéma ou d'autres… Oui, je vais y venir, mais je dirais que ce qui est réconfortant dans ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les initiatives publiques et les initiatives privées s'imbriquent très bien. Enfin, une initiative comme la Main Art Fair est totalement dans la ligne, si vous voulez, de ce que nous faisons, et les unes soutiennent les autres. Je peux parler des initiatives, et je sais que beaucoup d'artistes sont accueillis à cette occasion. Je discutais hier avec
avec la galerie Bessières qui va ouvrir à Chatou une exposition, pas ce week-end-là, mais le week-end après, avec des photographes libanais, qui est, je pense, extrêmement engagé du côté du soutien aux artistes. Donc, le soutien aux artistes, oui, c'est l'État français, mais c'est aussi les collectivités locales françaises et les partenaires privés. Donc, j'ai cité la galerie Bessières, mais j'aurais pu citer aussi Push Manifesto, hein, organisé par l'agence Manifesto, qui a aussi eu à cœur de valoriser la vitalité, la richesse, la diversité, l'unicité, si vous voulez, de cette scène, l'unicité dans la diversité de cette scène culturelle libanaise. Alors oui, vous me tendiez la perche pour d'autres actions. Il y a les arts visuels, très important. Il y a Ménard Faire, beaucoup d'artistes sont accueillis. Il y a aussi le spectacle vivant. Donc l'ONDA, qui est l'Office national de diffusion artistique, là aussi c'est un organisme sous tutelle du ministère de la Culture, et dont une des responsables est d'ailleurs d'origine libanaise, a mis en place un fonds pour aider à la tournée de spectacles libanais en France, en lien avec des structures culturelles françaises. Alors, il y a le festival Far Away à Reims, qui va dédier son édition de février 2022 au Liban. La Biennale des Arts de la Méditerranée à Montpellier accueille plusieurs artistes en novembre prochain, c'est dans pas très longtemps. Dans un mois, le Centre national de la danse à Pantin accueille une chorégraphe libanaise dans le cadre d'un programme spécifique qui s'appelle Camping. Même Bastia va accueillir des spectacles libanais. Puis plus près de nous, enfin plus près de Paris, la scène nationale de Cergy-Pontoise organise tout un festival consacré au Liban qui s'appelle le festival Art et Humanité. Donc, ce tableau n'est absolument pas complet. Donc, ce sont juste quelques exemples. Il y en a un qui mérite aussi notre attention, parce que le théâtre de la Croix-Rousse à Lyon a décidé de mettre en place un fil rouge sur la création libanaise, où vont être accueillis notamment Christelle Codre, Hanan Hadjali, la grande comédienne libanaise, le spectacle In situ de Tania El Khoury sur les réfugiés, etc. etc. Je vais pas tous les citer parce que je les ai pas tous en tête, mais vous voyez que là aussi, il y a eu des structures culturelles françaises qui se sont beaucoup mobilisées, avec une aide de l'ONDA qui a servi, si vous voulez, de levier à ces programmations, de levier financier. Les programmations, vous me disiez, c'est sur l'année plutôt 2022-2023, vu le retard qu'ont pris toutes les programmations. Vous savez, là, ce qui est en train de se passer maintenant, si vous voulez, à partir de juin 2021, enfin mai-juin 2021, c'est que la plupart des lieux accueillent les naufragés de 2020, quoi, hein. Donc, il y a un effet d'embouteillage qui est considérable dans la vie culturelle française. Donc, il est normal que les programmations libanaises qui arriveront soient étalées sur une durée relativement longue. Mais moi, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on a presque une mini-saison artistique libanaise en France, qui est remarquable. Absolument. Je n'ai pas cité l'Institut du monde arabe, présidé par Jack Lang, mais là aussi, la relation avec eux et avec lui est très, très importante. Très, très importante, non seulement parce qu'ils sont en contact avec beaucoup des artistes du programme NAFAS, mais aussi parce qu'ils ont été les premiers à réagir avec le 48 heures Liban, organisé par Wajdi Mouawad, le directeur du Théâtre national de la Colline, bien connu évidemment au Liban, et qu'ils ont continué toute l'année, qu'ils vont continuer toute l'année à promouvoir la création libanaise. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'être utile aux Libanais au Liban, mais c'est de leur être utile aussi
en leur permettant de sortir du Liban, soit en résidence, soit en montrant leur création, ce qui équivaut aussi à une création de revenus pour eux, mais une création de revenus contre un travail qui est celui de montrer leur création. Donc, je trouve qu'on est dans un cycle extrêmement sain, si vous voulez. Oui, absolument. Oui, oui. Et puis, bon, quand vous dites, j'ai envie de revenir un petit peu sur ces liens entre la France et le Liban, qui, bien sûr, on le dit tous à chaque moment, ce sont des liens historiques, mais ce sont vraiment des liens, je dis, organiques. C'est-à-dire, beaucoup d'artistes font toutes leurs études avec une ouverture sur la France, avec des références françaises. Et je trouve que tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment la réalisation et puis la suite de cet attachement et qui montre qu'il y a un futur à toute cette collaboration. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça parce que je sais que vous ne vous adressez pas uniquement aux artistes francophones et pas seulement vous adressez à plus un public plus large et pas spécialement libanais francophone. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Bon, la francophonie constitue une priorité au long cours de notre diplomatie culturelle au Liban, vous le savez, avec des hauts et des bas, avec quelquefois des déceptions. Enfin bon, c'est pas à moi d'en parler. Mais alors là, en l'occurrence, pour ce que nous faisons dans le cadre de l'aide d'urgence, l'usage ou la maîtrise de la langue française n'est absolument pas un critère. Que nous soyons clairs, beaucoup des artistes sélectionnés dans le cadre de NAFAS, mais aussi des spectacles qui viendront, sont le fait de gens qui ne parlent pas français, qui parlent arabe ou anglais, qui sont issus de toutes les communautés. Et je pense que de notre capacité à nous adresser à l'ensemble des communautés du Liban, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, dépendra la qualité de notre action. Nous en sommes intimement convaincus, au moins pour cette aide d'urgence. Après, qu'il y ait une relation particulière avec les communautés francophones au Liban, personne va le nier. Mais là, en l'occurrence, nous nous sommes beaucoup efforcés de dépasser, si vous voulez, les cadres habituels ou notre zone de confort de coopération et à faire une véritable plongée au cœur de la société civile. Nous y avons été beaucoup aidés par l'ambassade, mais aussi par des ONG que moi j'ai trouvé tout à fait remarquables, que ce soit AFA, que j'ai déjà cité, Beirut Heritage Initiative, mais aussi l'ONG du regretté Lokman Slim. Donc on est, si vous voulez, vraiment dans une très grande ouverture avec au dialogue avec l'ensemble des communautés. Absolument. Est-ce que je vais revenir sur toutes les initiatives dans les différents domaines. Vous aviez encore d'autres initiatives sur lesquelles vous vouliez revenir qui ont été commencées Alors, oui. Alors, là, on en est vraiment au début, mais on va y arriver, je pense. La première initiative qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de soutenir le projet Cinémathèque Beyrouth, qui est porté par Khalil Jorej et Johanna Adjitoma, qui vise à créer au cœur de Beyrouth, dans le quartier de Hamra, dans un ancien couvent, un centre de l'image fixe et animée. Pourquoi fixe? Parce qu'il est aussi question que ce centre accueille le Fonds arabe pour l'image, qui dispose d'archives absolument extraordinaires, mais aussi qui ait des projections pour le cinéma d'art et essai. Alors, bien sûr, la référence française pour Khalil et Johanna est importante, mais en même temps, leur dernier film, c'est à l'ouverture de la Biennale qu'ils le présentent, à la Biennale de Berlin, enfin à la Berlinale qu'ils le présentent. Donc, on n'a pas du tout la prétention d'être absolument monopolistique dans cette relation. D'ailleurs, de toute façon, on n'a pas les moyens de couvrir l'ensemble du financement de cette très très belle opération. Donc on essaye de convaincre nos partenaires multilatéraux. Je pense à la Banque mondiale
mondiale et à l'UNESCO pour qu'il soit aussi de la partie, mais notre contribution française a été tout sauf négligeable. J'ajouterais aussi, en fait, il y a encore deux choses que je voudrais ajouter, deux projets dont je voudrais parler. L'un qui est tout à fait remarquable à la fois par sa poésie, par sa dimension symbolique et historique, qui est le pavillon libanais à la Biennale d'architecture de Venise, hein, porté par Alawardé, hein, porté par l'architecte Alawardé, bon, qui est franco-libanaise, dont l'agence est en France, que nous connaissons très bien parce qu'elle est extrêmement liée à Jean Nouvel. Elle vient d'ailleurs de faire une magnifique interview de 4 pages dans The Art Newspaper que je vous invite à consulter. Et Alawardé a fait un très très beau projet qui s'intitule « Roof for Silence ». Donc ça dit déjà beaucoup de choses, hein, sur le Beyrouth post-explosion, en associant à cette exposition d'architecture qui se structure autour d'une trame centrale, beaucoup de plasticiens, et Tel Adnan en premier lieu, qui a fait des œuvres absolument somptueuses pour ce projet, mais aussi Paul Virilio, Alain Fleischer. Donc on est sur un projet pleinement franco-libanais pour cette biennale d'architecture de Venise, et nous avons jugé important au ministère de la Culture non seulement de soutenir ce projet, mais de soutenir aussi sa présentation en France, donc pas qu'à Venise, au Palais de Tokyo, qui est quand même le plus grand centre d'art contemporain en France, et à l'abbaye de Jumièges en Seine-Maritime. Et nous espérons très très fort qu'il pourra venir également à Beyrouth prochainement, mais je crois qu'il s'en occupe très activement. Donc voilà, là aussi, ce sont deux projets concrets auxquels nous pensions qu'il faisait sens, si vous voulez, de participer, à la fois pour le message qu'ils véhiculaient culturellement et politiquement, et évidemment pour leur qualité intrinsèque. Il y a un dernier aspect, et là on commence, mais je pense qu'on va y arriver, c'est tout ce qui est presse et médias. Donc ça fait partie traditionnellement des attributions du ministère de la Culture en France, mais pas que. Comment dire ? Vous êtes dans une situation au Liban exceptionnelle par rapport à la liberté de la presse. Exceptionnelle parce que il existe une liberté de ton, une liberté d'expression dans les nombreux médias, que ce soit des médias papier ou en ligne, qui est absolument sans comparaison avec les pays de la région. Mais être journaliste, c'est exercer un métier où bien souvent on risque sa vie. Je pense à Samir Kassir, bien entendu, et à la fondation Samir Kassir avec laquelle nous travaillons pour mettre en place des dispositifs de soutien à l'indépendance de l'information et au journalisme d'investigation. On parle beaucoup au Liban d'une culture de l'impunité. Et je pense que s'il n'y a pas dans ce pays un journalisme d'investigation qui puisse faire ce qu'on appelle, ou qui puisse demander ce qu'on appelle de l'accountability, c'est-à-dire de demander au pouvoir politique de rendre des comptes, on est mal barré. Et c'était vraiment beaucoup le sens aussi, si vous la réécoutez, de l'intervention du président de la République lors de ces 2 conférences de presse. À chaque fois, il a dit la liberté des artistes et la liberté des journalistes. Et je pense que ce point est absolument crucial. Et nous travaillons maintenant avec la Fondation Samir Kassir, avec CFI, avec l'Agence française de développement, à des initiatives dans le domaine de la liberté de la presse et de la protection du journalisme d'investigation, avec sans doute, je pense, une insistance particulière sur la presse en ligne, parce que j'ai cru comprendre qu'elle avait connu un développement considérable depuis la Saoura d'octobre 2019.
Absolument, la presse en ligne et tous les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont pris une grande place et aussi après le confinement, comme un peu partout ailleurs. Les modes de communication ont beaucoup évolué et je pense vont rester comme ça. Bon, alors bien sûr, on n'est pas partout. On a toujours moins d'argent que ce qu'on voudrait avoir. Ça, c'est la règle. Si on avait 10 fois plus, on pourrait, je pense, les dépenser utilement. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec nos propres contraintes, hein. Je répète qu'elles sont importantes, nos contraintes au ministère de la Culture, mais rien à voir, bien sûr, par rapport à ce que vous vivez au Liban. Et bah, j'espère simplement que cette attention que nous portons à votre pays est visible et se traduit, si vous voulez, concrètement par un léger mieux dans cette situation dramatique que vous vivez. Je pense que c'est en effet le cas. Et je rappelle d'ailleurs, le NAFA, c'est 100 résidences d'artistes qui sont très importantes et qui font directement à tous les artistes. Et je voudrais revenir un petit peu donc sur vos partenaires. C'est le ministère de la Culture français, la Banque mondiale et l'UNESCO. Alors, non, mais il faut bien séparer les choses. Donc, il y a ce qui est français, disons l'État français, et là, 4 ministères interviennent. L'éducation nationale, la transition écologique, enfin, le ministère de l'écologie, la culture et les affaires étrangères. Affaires étrangères, je mets évidemment l'ambassade de France à Beyrouth dedans. Interviennent également de nombreuses collectivités locales. Je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les ai pas toutes en tête, mais beaucoup de collectivités locales ont dit qu'elles voulaient participer à cet effort collectif. Et puis, il y a toutes les organisations multilatérales. Alors, toutes, ça se résume aujourd'hui principalement à la Banque mondiale et à l'UNESCO. Il y a eu l'initiative Libéroute de l'UNESCO, qui était une initiative extrêmement concrète, hein, si vous voulez, même pas de réhabilitation, mais de protection, si vous voulez, sous forme d'étaiement du patrimoine béroutin menacé. Il y a la Banque mondiale avec son programme Build Back Better, BBB, qui est en train là de se structurer. OK, on est sur des temporalités qui sont un peu longues. Je le reconnais, mais ce sont les procédures de la Banque mondiale et aujourd'hui sont en train de se structurer et on essaie de faire en sorte d'être aussi complémentaires que possible. Et puis, il y a une organisation internationale, multilatérale, qui a été créée en 2017, qui a une agilité extraordinaire. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça dans une organisation internationale. C'est l'ALIF, c'est l'Alliance pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, qui est dirigée par Valérie Freland, qui est une fondation suisse. Mais il faut savoir que sur les 100 millions de budget de cette fondation, il y en a 30 qui viennent de la France et que la France est véritablement à l'initiative de la création de l'ALIF. C'était vraiment un des derniers actes de la mandature du président Hollande et que nous travaillons aussi beaucoup main dans la main avec l'ALIF. Il faut savoir que l'ALIF, à ce jour, sur la réhabilitation du patrimoine bâti, a consacré quelque chose comme 5 millions de dollars de financement. Et là aussi, on a un partenaire tout à fait important. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, parce qu'évidemment, il y a l'Union européenne, il y a la coopération italienne, il y a la coopération allemande, et je ne voudrais pas du tout la minimiser. J'en parle moins parce que je la connais moins, tout simplement. Mais l'idée n'est pas du tout que nous soyons en concurrence avec nos amis européens et de manière générale avec tous les amis qui viennent au secours du Liban. Oui, je pense que la concurrence, là, dans ce cas-là, n'a pas sa place. Et c'est plutôt tous de main dans la main qu'on doit se relever. Donc, de Beyrouth, moi, je peux vous le dire, et en tant qu'agenda culturel, puisque je vois tout ce qui se passe, les choses reprennent. Vous avez parlé d'agilité, là, et je voudrais rebondir sur ce mot, parce que c'est vraiment une agilité dans tout ce domaine.
libanais, franco-libanais, grâce à l'Institut qui organise beaucoup de choses aussi de l'Institut français, et qu'on est tous là main dans la main pour relever ce défi. Et donc, quand les gens disaient « je ne sais pas si on pourrait supporter une chose en plus », on pourra et on continuera. Non, Et, oui, mais enfin, en même temps, moi, ce que je voudrais oui. aussi dire, qui me paraît très important, c'est que quoi qu'on fasse, quoi que fasse la communauté internationale, et quel que soit l'attachement que beaucoup de pays, dont la France, ont pour le Liban, le but, ce n'est pas de se substituer à un État qui fonctionne. Dire, le Liban a atteint un point de rupture, il faut repenser la façon dont l'élite politique libanaise gouverne. Et la solution, elle vient beaucoup du Liban lui-même. Nous, on est là pour aider, mais nous n'avons pas toute la clé de la solution, loin de là. Absolument. Comme je disais aussi, je pense qu'on est à un moment crucial de l'existence du Liban et de la définition de notre existentialité, justement. Et en attendant que les choses reprennent leur cours au niveau gouvernemental, on est comme souvent au Liban, ce sont les individus, le secteur privé, les artistes et les communautés qui vont soutenir ce secteur grâce à des aides, grâce à l'aide beaucoup de la France et en effet de plusieurs pays et ambassades qui aident directement ce secteur et qui permet que Beyrouth reste quand même un rayonnement culturel de la région. J'espère que ça va durer longtemps, qu'on reprendra notre place plus fort et qu'on sera avec les autres pays, les artistes des pays environnants aussi, vers un avenir de développement culturel. Et grâce aussi à vos aides. Donc, je vous remercie. On vous le souhaite en tout cas. Merci à vous. Et avant qu'on termine. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous voudriez ajouter avant qu'on termine? Non, je pense qu'on a fait le tour. D'accord. Donc, je vous remercie. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions ici de la part du public. Merci. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir invité. Dites-nous quand vous passez et qu'on puisse partager toutes ces belles initiatives au Liban. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite au revoir. Bonne soirée. Au revoir.